Bonjour, aujourd'hui on va parler du processus de guérison avec Benoît. Benoît, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Benoît Baudet, je suis praticien naturopathe et praticien de médecine chinoise, ainsi qu'accompagnateur au développement personnel depuis 16 ans dans la région sud-est, aux alentours de Marseille. Ok, merci pour cette petite introduction. On va commencer peut-être avec la question, comment tu perçois la guérison? Alors, pour parler de la guérison, il est important dans un premier temps de parler d'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est un système qui permet de maintenir des conditions stables. En l'occurrence, là, ça concerne le corps humain. Et ces conditions stables permettent de façon dynamique de maintenir l'état de santé. Ok, Donc le processus de guérison, c'est la finalité d'une chaîne qui part d'une perturbation de l'homéostasie. ok, Donc, qui part d'une perturbation de conditions internes stables, qui, au détour d'un accident, d'un choc, etc., va voir son équilibre perturbé. ok, Le processus de guérison, c'est le retour dans ces conditions stables de retour à l'équilibre. de nos processus internes. Donc il y a un grand trépied de l'homéostasie dans le corps humain, que sont le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Ok, Toute perturbation, qu'elle soit physique ou mentale, va avoir un impact sur ce trépied et donc faire bouger ces conditions. ok, Ce qui peut, dans certains cas, aboutir à la maladie. Voilà, oui, de oui, oui, manière synthétisée, ok. comment on part d'un processus stable et qu'on aboutit à la maladie. Ok, bon, on en reviendra un peu plus Oui, loin. oui, on va discuter. Ouais, merci. Donc là, on va rentrer dans la première partie, comprendre le processus de guérison. Quelle est la différence entre le traitement des symptômes et la guérison profonde? Alors, c'est une bonne question parce que aujourd'hui notre système de santé est défini sur cette question précisément. En allopathie, en médecine classique, on considère qu'à disparition des symptômes, on a une guérison. Dans les médecines moins conventionnelles, un peu plus complémentaires, on considère que par rapport à l'homéostasie dont je te parlais avant, c'est le retour, que ce soit pour les conditions physiques ou pour les conditions mentales, c'est le retour à l'état stable qui va définir le processus de guérison et donc la disparition des symptômes. On est moins dans une intervention que les systèmes allopathiques classiques. Oui, Je ne sais pas s'il faut que je parle de l'allopathie à ce moment-là, mais c'est quand même la grande différence. ah oui, 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 on voit plus à long terme Oui, parce que si on traite seulement les symptômes, on peut être tranquille pendant un certain temps, mais ils peuvent revenir. On peut prendre l'exemple de l'eczéma. par On exemple. peut prendre l'exemple de la perte de cheveux, de la prise de poids ou de la perte de poids. Il y a plein de symptômes auxquels on peut faire référence. Et encore, ces symptômes, c'est l'effet secondaire. Oui, Dans le sens où c'est pas la cause profonde. non, c'est pas la cause profonde. Alors, il arrive qu'il y ait des causes non connues, et même quand on a une approche un peu plus causaliste, on va avoir du mal à trouver et voir pourquoi on ne trouve pas. Donc là, il faut quand même intervenir. Totalement. On parlait de l'homéostasie tout à l'heure. La tension artérielle, par exemple, est un des grands piliers aussi de l'homéostasie. C'est-à-dire de nos processus qui doivent rester stables intérieurement. Le taux d'oxygène, l'alimentation en eau, la tension artérielle, l'acidité, la chaleur, tout ça, ce sont des conditions qui doivent rester stables. Or, tu prends quelqu'un qui a de la tension artérielle, très souvent, on va traiter la tension artérielle sans aller chercher les causes. Oui. C'est nécessaire de la traiter parce que ça peut être dangereux, bien sûr, mais les causes restent indéfinies. Oui. C'est un exemple qu'on voit souvent. Et souvent, on pense devoir se trimballer toute notre vie certains symptômes, comme si c'était normal, vu que tout le monde en moyenne a une problématique, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, et aussi pour certaines maladies, on peut trouver un équilibre. Oui. Même si elles ne disparaissent pas à 100% dans certains cas, mais on peut trouver un équilibre. Par rapport au principe d'homéostasie, même si on ne ramène pas toutes les conditions dans la stabilité du départ, on peut quand même trouver un équilibre dans le déséquilibre. C'est ce que font beaucoup d'organismes en fait. Ok, On trouve un déséquilibre dans le déséquilibre. ok. Intéressant, merci. Quelles sont les grandes étapes du processus de guérison? Les grandes lignes. Bien entendu, ça varie d'un individu à l'autre, mais il y a quand même des grands socles qu'on peut retrouver, non? Oui,
Notamment la prise de conscience qu'on n'est pas une victime dans ce processus de maladie dans un premier temps, Oui. qu'on a aussi notre part à jouer. La maladie, elle a des choses à nous raconter sur notre histoire, sur la façon dont on vit les choses, les événements. Et la première étape, à mon sens, c'est prendre conscience qu'on n'est pas victime forcément de la maladie. Il y a toujours des bémols, évidemment, je vais être modéré dans mes propos. On n'est pas une victime de la maladie. On peut avoir une part d'implication dans notre processus de guérison. On ne peut pas tout remettre entre les mains du médecin, c'est pas possible. C'est trop important pour lui déjà, et ça nous décharge trop, nous, de notre responsabilité de changer ces paramètres intérieurs qui ont besoin d'évoluer, de changer. Oui, donc la première étape, c'est déjà de ne pas le voir comme une injustice, c'est comme si le monde complotait contre nous, Oui, comme si... ça aide. Et voir voilà, les choses d'un point de vue différent. Ça aide. Okay. Ça aide, bien sûr. Ça fera pas tout. Mais c'est une des premières étapes. Pas forcément non plus la personne de sa maladie, mais ça va être une étape vers un retour aux conditions stables intérieurement. Okay. C'est un déséquilibre, un équilibre dans le déséquilibre. Ok, d'accord. Ça peut aider considérablement. Il y a des gens qui sont malades chroniques depuis des années, qui en ayant cette implication, cet accompagnement de leur maladie, se sentent déjà moins impuissants face à la maladie. Ça les pousse à essayer de comprendre le fonctionnement de la pathologie et puis dans un deuxième temps, quelle action on peut avoir dessus. Oui. Et pour toutes les personnes, exemple, qui sont dans un processus de guérison par rapport à la dépression ou par rapport à des choses plus mentales, comme de l'anxiété, comme voilà, tout ce qui n'est pas visible, on est d'accord que c'est le même processus. Oui, voilà. C'est le même processus. Oui, mais là, ça concerne l'esprit cette fois-ci. Oui, mais je préférais le préciser parce que pour pas qu'ils pensent que ça soit que pour les maladies qu'on diagnostique, en fait c'est pour tout type de problème, tout type de problématique qui va pas vous élever, qui va en gros tout ce qui va vous abaisser, c'est un petit peu ce processus-là. On n'a pas encore parlé de la relation corps-esprit, mais bien sûr, ce qui concerne le corps physique concerne aussi l'esprit. Oui. Mais il y a une connexion après entre les deux, bien sûr. Oui. Après, par rapport donc à cette première étape qui est la compréhension, on est d'accord que ça varie d'une personne à l'autre. Comment elle va décider d'aller dans sa guérison. Si c'est par des activités de bien-être ou si c'est par reprendre une vie, on va dire plus ou moins normale, ça va vraiment dépendre, c'est ça, de chacun. C'est là où notre travail n'est pas facile parce que une des particularités de notre accompagnement, c'est d'arriver à trouver chez la personne ce qui va lui convenir le mieux pour l'orienter dans cette voie-là. On ne va pas le faire à sa place, mais arriver à trouver par rapport à son terrain, son tempérament, ce qui pourrait être un déclencheur, ce qui pourrait être des facteurs facilitants pour son processus de guérison, c'est pas facile. Oui. C'est le travail, nous, c'est la démarche dans laquelle moi je m'inscris. Trouver de quelle façon on va pouvoir catalyser des réactions positives en vue de retour à des conditions stables pour guérir. Ok, super. On va donc enfin parler de l'équilibre corps-esprit. Quelle est l'importance de cet équilibre corps-esprit sur le long terme ? L'importance de la relation corps-esprit, certes, il a un rôle sur le long terme, dans un processus de longévité, de vieillir proprement. Je peux dire ça comme ça, vieillir en bonne santé. Oui. De gens qui y arrivent. Avant ça, la relation corps-esprit, elle est au présent. Avoir cette relation harmonieuse entre le corps et l'esprit, ça me permet au présent de vivre ma vie telle que je l'entends et en ayant tous les signaux de bien-être qui sont... Oui, savoir respecter son propre corps, son propre esprit. Tout à fait. Chose qui est souvent, on va dire, négligée. Par rapport à ce lien, c'est surtout un socle de respect sur le long terme. Oui. Pour une raison simple, on l'oublie, ce respect de soi, pour une raison simple, c'est que notre société nous appelle à l'extérieur et ce qui n'était pas nos problématiques le devient. Oui. C'est un grand problème aujourd'hui d'avoir une vie qui ne nous correspond pas, qui va correspondre d'autres individus qui ont besoin de notre énergie. Mais il y a assez peu de gens qui finalement respectent leur normotonie, c'est-à-dire leur condition de vie, leur homéostasie plus que physique cette fois-ci, mais mentale, affective. Leurs besoins naturels. Leurs besoins, Voilà. La société appelle à l'extérieur, on a beaucoup d'énergie
focalisé à Oui, l'extérieur. puis comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs interviews, c'est aussi lié à nos temps modernes, qu'il y a 100 ans à peu près, on n'avait pas d'électricité, donc on avait un cycle un peu plus Tout à fait. correct. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et il faut qu'on trouve nous-mêmes notre équilibre selon nos besoins fondamentaux. C'est ça. Et c'est ça qu'on oublie un petit peu parce qu'on est un petit peu accro à la dopamine dans notre monde moderne, vu qu'on a de la facilité pour tout. Bien sûr. On a des choses qui nous vident nos stocks de dopamine, qui dérèglent notre système et ça fait un joli cercle vicieux. Tout à fait. C'est d'ailleurs une façon un peu insidieuse de déstabiliser notre homéostasie. Oui, Petit à petit, on dégrade cet ensemble de conditions stables, dynamiques mais stables, par des sollicitations oui. extérieures toujours plus nombreuses. Oui, oui. On peut dire que c'est la responsabilité de certaines personnes, mais si on revient aux bases, en fait, la responsabilité vient de nous. Si on prend conscience que certaines personnes influencent, il ne faut pas forcément voir le mal, il faut remettre les pendules, on va dire, à l'heure, et la responsabilité vient de nous. C'est pas parce que des personnes, exemple, malveillantes ou un système fait qu'on doit, on va dire, forcément faire les choses quand on en prend conscience. C'est vrai. Le monde extérieur n'est pas le seul responsable de nos perturbations intérieures. Ouais. La façon dont ce monde véhicule les informations et surtout la façon dont moi je vais recevoir l'information, c'est ça qui va être déterminant. Oui. Et puis après aussi, on en parle souvent, mais c'est plus facile de se cacher que d'ouvrir les yeux et d'accepter ses propres responsabilités. Oui. Aussi, il faut visualiser quand même nos objectifs à long terme. Parce que souvent, oui, il faut penser au moment présent, mais pour certaines choses, il faut se faire violence et regarder nos objectifs à long terme. Oui, ça aide. Oui. Ça aide. Ok. Comment les émotions et l'état de l'esprit, le mental, influencent notre santé dans notre quotidien ou à long terme? Très bonne question. Nos émotions, la façon dont on reçoit le monde extérieur, l'interprétation qu'on en fait par rapport à notre vécu, par rapport à nos origines, notre ethnie, par rapport à notre religion, ceux qui ont une religion, ceux qui n'en ont pas, tout ça va être interprété par notre esprit. Et on a au niveau cérébral des structures qui sont en lien direct avec des réponses, en lien direct avec des systèmes qui vont déclencher des réponses physiques. Donc nos émotions, la façon dont on vit, dont on lit le monde extérieur, notre vécu, va déclencher deux choses. Soit une réponse neutre, on reste dans une mentalisation des choses. À partir de l'instant par contre où je ne mentalise plus, où c'est mon émotion qui prend le dessus, il y a toute une cascade qui va jusqu'au plus profond de nos cellules, qui se met en marche. Ok. Tout à l'heure, on parlait du trépied de l'homéostasie que sont le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire. On a des structures au niveau cérébral qui s'assurent que ce système fonctionne, qui contrôlent notre tension artérielle, qui contrôlent notre température corporelle, qui contrôlent la composition de notre sang. C'est une petite structure qui est bien connue, qu'on appelle l'hypothalamus. Ok. Et cet hypothalamus, il est sous dépendance directe de la façon dont on lit le monde. C'est le lien entre quelque chose qui est dans la tête avec ce qu'on ressent dans le corps. Oui. Donc il y a des structures physiques qui existent et qui vont donc déclencher les réponses d'adaptation au stress notamment. Oui, oui, c'est... C'est bien documenté. C'est la façon dont nos émotions vont impacter notre corps. Ok. Via le système nerveux bien sûr et surtout les réponses surrénaliennes qui sont des réponses d'adaptation au stress. Oui. Évidemment. Oui. Le corps, il crée beaucoup de... C'est bien ce mot de système d'adaptation. C'est que le corps, il fait des compensations. La relation corps-esprit, c'est vraiment mon rapport au monde extérieur, Oui, c'est vrai que la façon dont je le lis et l'impact dans les réponses que je vais avoir au niveau corporel. Ok. On va passer à la partie 2, les traumatismes et les blocages émotionnels. Qu'est-ce que tu entends par traumatisme et blocage émotionnel ? Alors, de la même façon que tout à l'heure on parlait de l'homéostasie pour ce qui concerne le corps, dans l'esprit, on retrouve ce processus. Ok. Il ne s'appelle pas l'homéostasie, il a d'autres définitions. Normotonie, c'est une bonne définition à mon sens. C'est aussi un ensemble de paramètres, d'habitudes, de repères stables sur lesquels ma vie s'appuie. Ma vie sentimentale, ma vie émotionnelle, je suis habitué à un certain nombre de repères. Le choc émotionnel, c'est une rupture de ces repères, d'un ou de plusieurs repères. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, je suis habitué à ce modèle-là. Demain, ma femme a un accident avec mes 3 gamins, c'est une grosse rupture de ma normotonie.
Ça va forcément être un choc émotionnel avec tout ce que ça va engendrer, et à commencer par une recherche de retour à la stabilité, que ce soit dans mes ressentis physiques ou dans mon mental, ce qui est extrêmement difficile bien sûr, parce que plus le repère est cassé, plus c'est difficile de revenir à une norme. Oui, surtout que ça peut s'appuyer sur déjà des blessures présentes. Oui. Souvent, il y a des systèmes de cycles, de schémas, et souvent les traumatismes et blocages émotionnels viennent se faire sur des axes déjà faibles de notre esprit. Bah oui, tant qu'à faire. Oui. Il existe dans notre enfance, dans notre petite enfance, déjà des micro-traumatismes, ou parfois des vrais traumatismes, que l'enfant arrive assez facilement à dépasser. Boris Cyrulnik en a beaucoup parlé avec la résilience. Oui, ou même le livre de Lisa Bourdeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Tout à fait. Ça explique qu'on a tous une blessure ou deux prédominantes, même si on grandit dans un cadre de vie assez stable. Bien sûr. Et ces blessures existent d'ailleurs avant l'âge de 7 ans. Oui. Forcément, arrivé à l'âge adulte, dans mes repères, j'ai déjà l'intégration de ces données, qui ne sont pas forcément des forces d'ailleurs, qui peuvent être des faiblesses. Et quand je vais revivre un traumatisme qui y ressemble, c'est là que je vais activer un conflit qui était déjà programmé. Oui. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple que tu m'avais donné la dernière fois sur les filtres ? Oui. Quand on porte en nous une ou des blessures, on a tendance à lire le monde et à voir le monde à travers ces blessures, comme une paire de lunettes qu'on porte. L'exemple le plus simple, parce qu'il est quand même dans nos sociétés très souvent documenté, et une bonne partie des films qu'on peut regarder s'appuie là-dessus, c'est l'injustice. Oui. L'injustice, qui est une blessure qui arrive très tôt dans l'enfance, en rapport avec les parents. Cette injustice, quand on est sensibilisé à l'injustice, tous les événements qu'on va vivre, qui nous déplaisent, qui nous perturbent dans notre normotonie, vont être vus comme étant injustes. Alors qu'en réalité... Oui, c'est comme si on mettait un filtre par rapport à ce qu'on a vécu, et si c'est pas l'injustice, exemple, ça va être l'abandon. Chaque situation, l'avoir injuste, on va trouver un abandon dedans. Un exemple simple, je suis en soirée, je m'en vais, il est 9h30, je pars. Ah, tu nous abandonnes, non ? C'est une lecture spontanée de ce qui est en train de se passer. Ouais. Pour pas que ce soit un bon exemple, mais... Oui, mais c'est exemple langage naturel. Des fois, il fait ressortir certaines choses, et une personne qui verrait plus l'injustice, elle va moins être apte à dire « Oh, tu nous abandonnes ». Oui, elle dirait « Oh, tu pars déjà, c'est pas juste, on n'a pas profité de toi ». Voilà, oui, selon les filtres... Selon les filtres qui sont déjà en place. Ok. Quel est l'impact des traumatismes et des blocages émotionnels sur notre santé, si on les refoule, si on veut les mettre trop vite de côté ? Multiples à tous les niveaux. C'est difficile de faire une cartographie de la façon dont les traumatismes vont impacter le corps, tellement c'est multiple. Oui, mais est-ce qu'il y a des grands exemples comme une suradaptabilité ou un masque qu'on peut se créer, ou sinon le déclenchement d'une maladie chronique, ou par exemple, il peut y avoir énormément de choses. Le surmontage des blocages, le surmontage des traumatismes va dépendre aussi des mécanismes de défense qui sont en place chez la personne. C'est pour ça que ça peut être multiple, parce que tu peux avoir quelqu'un qui subit donc un choc émotionnel, des chocs émotionnels à répétition, et qui physiquement ne va rien développer. Oui. Pas de diabète, pas de tension artérielle, pas de problème de thermorégulation chez une femme, pas de problème de règles, Tu peux avoir ce cas-là. Par contre, ça va être dans la partie mentale que les choses vont se produire. Oui. Voilà. J'ai toujours l'exemple en tête, je ne sais plus comment il s'appelle ce poète allemand, qui n'était pas du tout un poète, qui perd un jour sa femme et ses 12 enfants dans un incendie de sa maison, et qui, à partir de là, est devenu un poète très célèbre. Ok. La façon de faire face à son traumatisme, lui, ça a été une forme de sublimation en devenant poète. Là où quelqu'un d'autre pourra développer effectivement une maladie chronique, une fibromyalgie, un cancer. Oui, mais là dans l'exemple que tu as précisé, c'est intéressant de voir quand même que cette personne-là a passé son traumatisme quand même avec sa sensibilité. Oui. Parce que, en fait, les exemples négatifs auxquels je faisais référence, c'est des exemples souvent quand on bloque notre sensibilité. Alors bien entendu, il y a des moments de notre vie, on est obligé de la bloquer, ou du moins on pense qu'elle est beaucoup trop sensible, notre sensibilité. On va la contrôler, oui. Mais quand on s'ouvre, exemple comme cette personne-là, à sa sensibilité, ça ouvre la créativité, et en fait c'est tout un cercle
qui est bénéfique pour notre équilibre. Oui, ça va être une façon de retrouver des conditions intérieures à peu près stables. Oui, parce qu'avec la sensibilité, la personne se reconnecte à elle-même. Oui, elle a accès à une partie d'elle qui jusque-là était dormante. C'est pas une question qui est facile parce que Oui. c'est vraiment c'est multiple. Oui. C'est multiple. Et on ne sait jamais un choc, comment il va évoluer, comment la personne va le gérer, par quoi ça va être suivi. Est-ce que ça sera un impact physique ou un impact comportemental? Comme je te disais, tu as des gens, ils subissent des traumatismes, ils vont développer des TOC, mais pas de somatisation ou pas de maladie physique. Ils vont développer un trouble du comportement, ou ils vont décompenser, ils vont développer une structure schizoïde. Il y a plein de... Ouais. J'ai pas vu dans ma pratique à ce jour de règles, et vraiment chaque personne est différente là-dessus. Et même à choc égal, à deux effets. la perception, tu vois, les accidents, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un couple qui a eu un accident de moto, ils vivent tous les deux la même chose, ils ont un accident de moto. Oui. Soit le mari et la femme, les deux ont une interprétation de l'accident qui est complètement différente. Ok. Donc il y en a un qui a un impact plutôt physique, l'autre qui a plutôt un impact sur la partie mentale. Oui. Ça amène des questions, ça soulève des questionnements chez l'un que ça ne soulève pas chez l'autre. Oui. Il y a une grille de lecture qui est complètement différente pour le même événement. Oui, ça, c'est propre à chacun et ça en revient un peu au filtre qu'on parlait tout à l'heure et de notre propre perception. Complètement. Et aussi, je pense, notre capacité à percevoir, parce qu'il y a des moments de notre vie, on est moins en capacité de percevoir certaines choses. Complètement. Quelle méthode permet d'identifier et de libérer les blocages, du moins d'entamer ce processus de guérison? Parce que c'est un petit peu différent pour tout le monde. Il n'y a pas une méthode qui va être universelle. Ce qui convient, c'est d'adapter la méthode à la personne. Oui. C'est toute la complexité, comme je te disais tout à l'heure aussi, de mon métier, qui est d'arriver, tout en saisissant l'essence de l'individu, à l'orienter vers ce qui va lui permettre d'avoir un retour vers lui, et vers des processus intérieurs stables. Oui. Donc il n'y a pas de méthode, miracle. Il y a des méthodes qui fonctionnent bien pour peu qu'elles soient bien utilisées, évidemment, et qu'elles soient adaptées à la personne. Oui. En réalité, le réel conseil qu'on peut donner, c'est d'écouter aussi le bouche-oreille, les retours. De tester. Les recommandations. Parce que ce qui est déconseillé, c'est... Je donne un exemple au pif, mais on veut faire d'un coup de la médecine chinoise. Il faut éviter de taper médecine chinoise sur Internet et appeler le premier. Le mieux, c'est d'avoir un retour. Quand, exemple, c'est des spécialistes de santé, essayer de trouver les meilleurs. En fait, essayer de faire au mieux. Il faut tester. Oui. Si le feeling n'est pas bon, c'est exactement ce que j'allais dire. Il ne faut pas insister, même si la méthode est bonne, parce que la méthode, elle est véhiculée par un individu. Et si on n'est pas à l'aise avec l'individu, c'est pas forcément de sa faute, c'est juste que le feeling ne passe pas. Mais par contre, la méthode, elle peut être valable. Oui. Donc il faut tester parfois sur la même méthode plusieurs personnes pour trouver celle qui nous convient le mieux, avec qui on a le meilleur résultat. Sinon, c'est contre-productif, autant pour le patient que pour celui qui la prodigue. Oui. Et aussi pour toutes les personnes qui veulent envoyer, exemple, des proches dans ce genre de processus, aussi il est important à préciser, ça m'est venu, il faut que ça soit une démarche personnelle pour que ça marche à long terme. Oui, bien sûr. Parce que si vous voulez envoyer quelqu'un, c'est très bien, vous êtes très gentil, un bonheur pour lui, mais la démarche doit vraiment être personnelle. Voilà. Tout à fait. Merci. C'est un bon conseil. On va parler de la responsabilité personnelle dans la guérison. Pourquoi il est important de prendre la responsabilité de sa propre guérison? Parce que c'est votre corps et votre esprit. Le monde extérieur est censé vous apporter des éléments qui permettent de trouver vos réponses. Se faire confiance à la vie. Ouais. En fait, c'est plein d'éléments qu'il faut reconstruire. Faire appel à des compétences extérieures. Ces compétences sont là pour nous aider à nous comprendre. Mais ces compétences-là ne sont pas faites pour répondre aux questions à notre place. Oui, c'est comme si elles viennent vous tenir la main pendant un temps, quand vous manquez un peu de sécurité, et après, elles vous permettent de vous envoler. Tout à fait. L'autonomiser. C'est ça. C'est le maître mot du type d'accompagnement qu'on met en place dans nos cabinets, c'est autonomiser les personnes, les aider à se retrouver sur ce processus de guérison et
et notamment en se réappropriant leur part de responsabilité. Oui, ok, merci. Comment nos choix quotidiens impactent notre bien-être? Nos choix quotidiens, que ce soit sur la façon dont je vais dormir, la façon dont je vais manger, la façon dont je vais penser, le cadre de vie dans lequel je me trouve, Comment on gère nos les émotions? gens, voilà, comment je gère mes émotions, comment je m'y expose ou pas. Il y a aussi dans ma façon de vivre, soit je recherche cette stabilité et donc je ne m'expose pas à des dangers qui sont inutiles, soit je vais m'y exposer. Je peux fumer ou pas, je peux boire ou pas, je peux manger sain ou je peux manger ultra transformé et ultra cancérigène. C'est la façon dont mes choix du quotidien vont impacter ma santé dans mon quotidien. C'est la façon aussi dont je vais me sentir dans mon esprit. Oui, ça impacte beaucoup les choses. Il y a un neurologue là aux États-Unis qui a démontré que plus mon alimentation était pauvre et plus mon alimentation était transformée, et moins j'avais de faculté de réfléchir. Oui, moi je sais que je m'y suis renseignée depuis que j'ai des problèmes de santé. Donc je me suis servi de problèmes de santé pour chercher du savoir. Mais pour les personnes qui ne sont pas arrivées à ce stade et qui veulent anticiper, déjà se renseigner sur les petites choses. Comme quand on entend beaucoup manger pas transformé, mais il faudrait expliquer pourquoi ne pas manger transformé. C'est que dedans, exemple, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, il peut y avoir des pesticides, les légumes sont mal lavés, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir tout un tas de choses qui déséquilibrent. Exactement. Mais il est important quand même de refuser ce qui n'est pas en accord avec soi. Voilà, ce qui n'est pas en accord avec soi, ce qui à un moment donné ne me correspond plus, je ne suis plus obligé d'y adhérer. Puis vous n'avez pas à vous en vouloir à un moment donné de l'avoir accepté, c'est un processus et c'est un chemin. La culpabilité de toute façon n'est pas mère de sagesse. Il faut plus le voir comme un apprentissage. Oui, c'est plus un apprentissage qui peut malheureusement parfois avoir des conséquences un peu plus lourdes que ce qu'on pense. C'est vrai que, notamment par rapport au tabac, quand je fume pendant 25 ans, que je développe 5 ans ou 6 ans après avoir arrêté une pathologie qui, semble-t-il, est en conséquence de mon tabagisme, tout dépend quelles lunettes je vais mettre pour lire ce qui est en train de se passer. Parfois, je fais des choix qui n'ont pas de conséquences, une fois que j'arrête de faire ce choix. Il y en a d'autres qui vont avoir des conséquences un peu plus lourdes. Puis voilà, dans le quotidien, se dire que mes choix d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont impacter favorablement ma vie de demain ou pas? Quelle stratégie on peut avoir pour avoir une attitude proactive? Pour moi, c'est avant tout sortir du rôle de c'est comme ça et puis ça peut pas être autrement. Prendre sa responsabilité. C'est la base. Dans ce qui est à notre échelle, il y a des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, qui nous impactent. On est dans un pays où on est relativement libre. Je peux prendre la responsabilité de manger sain ou de manger des cochonneries. C'est ma responsabilité. J'ai le droit de faire du sport. C'est ma responsabilité. Ou un exemple par rapport à notre environnement, on peut dire non à une personne. On peut s'éloigner d'une personne. Bien sûr. On peut dire ce qui ne nous va pas à une personne. Parce qu'on parle depuis le début beaucoup d'alimentation, de gestes qu'on fait seul avec nous-mêmes, mais il y a aussi notre entourage. Bien sûr. Ça, souvent, c'est mis de côté et tout à fait. C'est sous-estimé, mais ça a un impact. C'est un impact très important, oui. On a cette possibilité de le faire. Ce serait moins le cas si on habitait en Corée du Nord, bien sûr. Mais nous, on est dans un pays où on a la possibilité de choisir de qui on s'entoure, évidemment. De la même façon qu'on a la possibilité de choisir quelle musique j'écoute, quelle coupe de cheveux je veux avoir, quelle voiture je veux rouler, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Nous, on a cette possibilité. Oui, donc en profiter. Oui, bien sûr. On va passer à la naturopathie et ses bienfaits, une de tes spécialités. Quels sont les principes de base de la naturopathie? Alors, la naturopathie repose sur 5 axes principaux que sont l'hygiénisme. Qu'est-ce que je peux dans ma vie mettre en place pour avoir des conditions intérieures les plus stables possibles en évitant de perturber cet équilibre. Donc ça, c'est une grande partie de la naturopathie, c'est l'hygiène de vie, dont fait partie l'alimentation, dont font partie le sommeil, la prise en charge émotionnelle, etc. Autre grande partie, deuxième axe de la naturopathie, c'est le causalisme dont on parlait tout à l'heure. On essaye, dans la mesure de possible, de toujours chercher la cause. Et la cause de la cause, et la cause de la cause de la cause, etc. Aussi loin qu'il nous est donné de remonter, ce qui, bien sûr, en théorie est fort aguichant. En pratique, c'est un peu plus complexe que la théorie veut bien le présenter. Mais l'esprit, c'est quand même celui-là.
le fameux pourquoi, Oui, sachant que parfois on se confronte à nos réponses, évidemment. oui, Mais on cherche toujours dans la naturopathie. Ensuite, il y a le principe de vitalisme. oui, On parlait bien sûr de l'homéostasie, de conditions stables, mais tout ça c'est dynamique. Donc il y a de la vitalité, il y a de l'énergie derrière. C'est un mot qui est un peu galvaudé. Nous on parle d'énergie, les hindous parlent du prana, les chinois parlent du chi. Il y a un principe derrière qui est à l'œuvre, qui met en mouvement, qu'on voit dans la force autoguérisseuse, dans un processus de guérison. Donc ce vitalisme en naturopathie, on va chercher à le catalyser, à redonner cet élan vital oui, à l'individu, quels que soient les moyens. oui, Ensuite, quatrième axe, c'est le naturisme, qui est l'utilisation le plus possible de méthodes naturelles, en sachant bien sûr que dans certains cas, on est obligé d'avoir recours à oui, d'autres techniques. Encore une fois, j'ai un accident, je ne peux pas me soigner par les plantes, c'est pas possible. oui. Ou j'ai une infection, on ne va pas attendre. On est quand même au XXIe siècle, on vient d'utiliser ce qui est à notre disposition. Oui, Et puis le dernier axe, c'est l'holisme, c'est-à-dire on considère l'individu dans sa globalité. oui, Ils ne vont pas tout à fait les 5 dans cet ordre-là, mais ce sont les 5 principes fondamentaux de ok, la naturopathie. On essaye le plus possible d'avoir cette image globale, d'évaluer la vitalité de l'individu, de chercher les causes pour libérer sa vitalité, par des moyens naturels, par l'hygiène de vie aussi, pour avoir ce retour à la santé. ok. C'est pour ça qu'on considère aussi bien le corps que l'esprit, il n'y a pas de dissociation. Oui. Alors je vois très bien, c'est l'approche qu'on a avec Miro aussi. Donc, ok. Merci. Quelles sont les techniques de naturopathie courantes? Les plus courantes et celles qui font partie donc, de l'élan naturiste vont être la phyto. Je ne parle pas de l'alimentation qui fait partie de l'hygiène de vie, mais on utilise la phytoaromathérapie. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes. Depuis l'histoire de l'homme sur cette planète, l'homme a toujours utilisé son environnement pour se soigner et pour s'adapter à son milieu. Voilà. Alors naturel ne veut pas dire sans danger, attention. Il y a des plantes qui sont très dangereuses. Bien évidemment, en naturopathie, on essaye d'utiliser celles qui vont favoriser la force vitale, la guérison. C'est un grand axe. La phytothérapie, on va beaucoup utiliser, mais pas que. On va utiliser aussi l'aromathérapie, on va utiliser des techniques qui sont des techniques respiratoires, par exemple, qui sont très, très variées. La méditation, pour ce qui est de l'esprit. Ça peut être les bains dérivatifs, ça peut être les expositions au soleil, ça peut être... Oui, plein de choses assez simples qui remettent... oui, oui. C'est comme l'exposition au froid. Pour certaines choses, ça peut être bien. En fait, c'est revenir à des principes de base qui fonctionnent en fait très bien et qui limitent... Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a certaines choses, exemple, qu'on va réguler avec le froid, ou dans certains cas, on prendrait un cachet. Mais sauf que ce cachet-là, à long terme, ou à court terme, peut nous donner d'autres effets secondaires. Et à long terme, peut nous créer des problématiques ou d'autres effets secondaires. Donc en fait, quand on parle souvent de la naturopathie, c'est revenir aux bases pour aller en profondeur, aller sur l'effet secondaire aussi. Il faut des fois se pencher sur des méthodes simples qui vont en fait marcher à long terme. Il faut être un petit peu patient des fois au début. Il faut être un peu patient pour les résultats parce que dans tous les cas, à long terme, ça va se stabiliser. Et ne pas prendre la pilule magique pour avoir le résultat de suite. Il suffit de le voir avec les outils modernes qu'on a. Avec un smartphone, tu peux passer une commande en ligne et puis être livré dans 2 heures. Ce qui n'était pas possible il y a encore ne serait-ce que 15 ans en arrière. Il est vrai que chez beaucoup de gens, cette volonté de rapidité, elle existe et la pilule magique reste... J'ai un exemple aussi. Les antibiotiques, c'est pas toujours obligatoire. Et non. Moi, je sais que je demande maintenant. Je demande si, au vu de l'infection, je suis vraiment obligée de prendre un antibiotique ou pas. Et une fois, le docteur m'a dit, si tu le prends pas, juste, tu vas mettre 10 jours à t'en remettre. Et vu que j'ai des problèmes d'estomac et que j'ai conscience des effets des antibiotiques sur le corps et qu'il faut en prendre le moins possible, cette fois-ci, j'ai modulé mon emploi du temps pour pouvoir ne pas prendre d'antibiotiques et guérir beaucoup plus naturellement. Et par contre, à contrario, une fois j'ai eu une angine, il a vraiment fallu que je prenne des antibiotiques. Bien sûr. En fait, c'est se renseigner aussi sur... Oui, sur la pathologie et sur ses possibles conséquences. C'est vrai qu'une angine blanche, il vaut mieux la soigner aux antibiotiques. Ouais. Et à contrario, moi, la première, il y a une période, il me fallait tout le temps des antibiotiques parce que j'étais en
un état, on va dire, un peu de survie, en état de stress chronique. Donc en fait, dans tous les cas, la sinusite se développait jusqu'à grosse infection. Mais une fois qu'on a restabilisé notre corps par rapport au système de l'homéostasie. Exactement. Notre corps est beaucoup plus apte et beaucoup plus fort, donc il peut se réguler tout seul. Facilement. Oui. Parce que aussi les personnes qui sont sensibles et qui ont un système immunitaire plus faible, ça montre qu'il y a un déséquilibre, si je me trompe. Oui. Si je me trompe Soit pas. de manière innée, ça peut arriver. Oui, qu'il y ait des systèmes plus faibles que d'autres, Oui. ça c'est certain. Moi personnellement, j'ai quand même une base assez faible de système immunitaire, mais avec une régulation de l'homéostasie, c'est totalement différent. On va passer à des conseils pratiques pour le processus de guérison. Quelles sont les étapes pour entamer son processus de guérison? On en revient un peu à une question du début. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Que ça soit sortir et aller faire une marche ou que ce soit prendre rendez-vous chez un thérapeute. Quels petits conseils pourrais-tu conseiller? Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est reprendre la responsabilité de sa santé, récupérer cette forme d'autonomie qu'on a perdue. Moi, ça me semble être une étape prépondérante. C'est le premier pas. Dire maintenant, moi, en plus de ce que je fais dans mon système de santé classique, qu'est-ce que je peux faire en plus qui irait dans le sens de. Oui. Après, les méthodes, encore une fois, on est dans un pays libre où moult méthodes existent, il faut taper au portes. Oui. Et se baser peut-être sur l'élan du cœur. Oui. Parce que souvent on a du mal à savoir quelles sont les bonnes réponses, mais l'élan du cœur, d'ailleurs, provoque une hormone, est très important pour notre équilibre. Donc des fois, quand on n'a pas les réponses, se fier à l'élan du cœur. Alors bien entendu, c'est assez, peut-être pour certains, comment dire, abstrait. C'est assez abstrait, oui, pour certains, dans le sens où, là, direct, j'ai un exemple qui me vient en tête. Une fille, elle va se dire, ouais, si j'écoute mon cœur, je vais être attirée par les mauvais garçons. Non, ça, c'est le choix que la personne a fait de rentrer. Et il y a certaines choses à déconstruire. L'élan du cœur, c'est un endroit où ta petite fille ou ton petit garçon intérieur est en sécurité et éprouve de la joie. C'est pas un endroit, l'élan du cœur, où tu es en insécurité. C'est un endroit de joie. Alors je dis endroit, il n'y a pas d'endroit, mais c'est pour vous schématiser un petit peu. C'est un espace de la conscience. Ouais. Voilà, c'est un espace où tu te sens apaisé. Et c'est une bonne boussole interne de se dire, c'est comme, je vous prends un exemple, pendant un jour de repos, vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et vous ne faites rien tant que vous n'avez pas vraiment l'idée flash et vous êtes convaincu de vouloir faire ça. Et là, vous faites les choses avec l'élan du cœur. C'est important d'écouter cette partie-là aussi, pour peu qu'elle ait été bien renseignée. C'est ça le petit bémol qu'il peut y avoir parfois, c'est que dans la vie, certains individus n'ont pas cet espace dans lequel cet élan du cœur peut se développer. Du moins, il faut apprendre à le développer. Parce qu'on est, on va dire, tous identiques. C'est juste que les bases de la maison n'ont pas été construites de la même façon. Parce que dire qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas, ça pourrait du coup donner des excuses aux gens de se dire « Ah ben, je ne travaille pas sur ça ». Dans le sens où on peut tous le développer. Alors pour certains, ça demandera plus de force et de courage. C'est ça. Mais on a tous les bases. Comme disait Guy Corneau, on est tous des diamants et on a sur nous une couche de poussière. On est tous des diamants, mais la couche de poussière n'est pas la même chez tout le monde. Après, c'est sûr que dans un processus de guérison, l'élan du cœur peut être compliqué. Ça sera peut-être un signe de votre guérison d'arriver à déclencher cet élan du cœur, et ça peut être aussi un but de développer cet élan du cœur et cette envie du cœur. C'est un joli but d'ailleurs. D'être guidé par le cœur. Peut-être le plus beau. Alors, j'ai quelques petites questions sur l'observation du processus de guérison chez les gens. Qu'as-tu observé dans le processus de guérison des personnes que tu accompagnes? Plus d'énergie. C'est ce qui est commun à beaucoup de patients qui sont sur ce processus. D'ailleurs, au départ, ils peuvent venir pour une raison minime. Et le processus fait qu'ils sont au final très loin de ce qu'ils souhaitaient au départ, dans le bon sens du terme. Et ça libère chez eux un potentiel qui n'était pas jusqu'alors. Comme une renaissance. Une renaissance, ou une naissance tout court. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui se connaissant pas ou étant tellement limités de par leur petite enfance. La petite enfance, ça peut impacter énormément le développement. Complètement. Ils n'ont pas conscience de qui ils sont et des
qualités qu'ils peuvent avoir. Le fait d'en prendre conscience, de résoudre, donc retourner à un état stable au niveau mental, là pour le coup, ça libère de l'énergie. C'est à ça qu'on reconnaît. Les gens sont mieux, ça se voit sur leur visage, ils se sentent mieux, ils le verbalisent comme ça, parce qu'ils sont moins justement en recherche d'équilibre dans le déséquilibre. On est vraiment dans un retour à des conditions stables. Oui, ils se sentent à leur place. Ouais. Et leur potentiel est libéré, donc plus d'énergie. Oui, parce que tout ce qui est stress, maladie, c'est une limitation de ce qu'on peut être. Oui, bien sûr. Quels sont les obstacles les plus fréquents que tu as remarqués chez les personnes que tu accompagnes? Leurs croyances limitantes. Les croyances limitantes, ok. Qui sont liées, exemple, à la petite enfance ou celles qui se construisent eux-mêmes? Les deux. Parfois, c'est dans la petite enfance et puis il y a 1 ou 2 événements dans leur vie qui ont la même consonance que ce qui a été vécu. Du coup, ça consolide la croyance. Ça consolide la croyance, ça fait un effet auto-alimentant. Je l'ai vécu, donc je sais que c'est vrai. Oui. Et si je sais que c'est vrai, je vais le revivre. Donc là, je rentre dans un système qui est pernicieux, puisqu'il n'y a pas de voie de sortie possible. Alors qu'en réalité, au départ, c'est parce que je l'ai cru. J'ai vécu un événement qui m'a laissé penser que, et j'ai mis une lunette à ce moment-là. Oui. Et quand je revis un autre événement où moi je vais dire... mon filtre réapparaît. Comment tu peux penser ça? Parce qu'il n'y a pas de rapport en fait. Moi j'ai mon filtre qui me fait dire que ce que je suis en train de vivre, c'est déjà la même chose. Ça renforce ma croyance. Et j'auto-verrouille. Donc le plus gros obstacle dans l'accompagnement, ce sont les croyances limitantes. Les croyances, on est tous quelque part obligés d'en avoir. C'est une croyance d'ailleurs. Mais c'est quand même une réalité, on croit tous en des choses, peu importe ce que c'est. Le problème, dans un processus, ce qui nous intéresse dans un processus d'auto-guérison, ça va être les croyances limitantes. Oui. À commencer par le fait de croire que je ne peux pas le faire. Oui, et d'ailleurs, j'aimerais juste préciser, c'est quelque chose qui peut vachement aider, que ce soit dans le processus de guérison ou dans la vie de tous les jours. Aussi souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent devoir se positionner sur des points de vue, sur des opinions, que ça soit personnel, environnementaux, que ça soit sur tout. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est d'arriver à développer ce truc de notre point de vue peut changer, limite d'un jour à un autre. Bien sûr. Et de s'ouvrir en fait à notre opinion ne doit pas être fixe. Et c'est là où les gens entament vraiment une évolution souvent personnelle et arrivent à avoir des visions plus hautes des choses, dans le sens où quand eux-mêmes ils arrivent à remettre en question leur propre point de vue ou qu'ils arrivent à ne pas être figés sur leur point de vue aussi, ça ouvre les conversations aux autres. Ne pas se mettre la pression sur ses propres points de vue. Parce que je sais que personnellement, je me mettais la pression sur certains points de vue que je pouvais avoir de la société. Je me questionnais et je me disais, je peux pas parler de tel sujet tant que je n'ai pas mon point de vue final. Mais en fait, non. Tu peux ne pas avoir un point de vue final. Et je pense que pour le système de croyance aussi, c'est intéressant de voir cet axe-là parce qu'il faut voir les choses d'une vision plus haute. C'est vrai. Et en même temps, comme on parlait tout à l'heure de cette normotonie mentale, dans mes repères, je peux avoir des croyances limitantes. Et ces croyances, elles font partie de mes repères. Donc pour les faire bouger, il va falloir que je fasse bouger mes repères, que je sorte de mes habitudes mentales. C'est pour ça que c'est pas facile. Oui. C'est pour ça que c'est souvent quelque chose auquel on se confronte. Et puis, l'expérience faisant foi, à partir du moment où la personne l'a vécu 2, 3 fois, ça devient une croyance réelle. Oui. C'est vrai, ça m'est arrivé. Oui, pareil, c'est comme même les blessures dominantes, celles où on entend le plus parler, comme on en parlait tout à l'heure. L'abandon et le rejet. Personne peut être certaine d'avoir été rejetée ou abandonnée, alors que, en fait, c'est ça aussi qu'il faut arriver à visualiser pour comprendre, c'est que la personne en face, elle, peut-être qu'elle a juste pris la fuite parce qu'elle-même voyait la situation différemment et l'a mis dans une situation qui l'a confrontée à d'autres croyances qu'elle avait. La perception qu'on a n'est pas toujours similaire pour tous. Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on voit en thérapie de couple. Quand tu reçois 2 personnes en même temps, là, tu t'aperçois que la lecture de l'événement est complètement différente. Ok. Quels sont les mécanismes de défense les plus rencontrés dans tes consultations? Les plus rencontrés, le déni. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, même s'ils font la démarche de consulter. Quand on pointe du doigt ce qui semble ne pas aller, non, c'est pas ça. Ou alors je veux des changements mais sans rien toucher. Oui. Donc je suis dans le déni de devoir passer à l'acte. Passer à l'acte. Le déni, c'est celui qui est le plus souvent présent. Le refoulement aussi, parce que beaucoup de gens consultent et puis ils ont oublié pourquoi ils en sont là.
Oui. Donc ils ont refoulé des souvenirs, des souvenirs. Ok. Voilà. Ils ont mis ça dans un coin de leur tête, ils s'en souviennent pas, ils veulent pas s'en souvenir. C'est plutôt inconscient. Un mécanisme de défense, ça se met en route très tôt dans la vie. Oui, puis d'une personne à l'autre, on développe pas les mêmes mécanismes de défense. Tout à fait. Mais c'est vrai que les plus courants, le déni, le refoulement, c'est ceux auxquels on est le plus exposé. Ok. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils sont jamais très loin des croyances limitantes. Oui. Ok. Ces deux-là, il y en a d'autres, hein. Il y a Oui. beaucoup de mécanismes de défense. On en connaît plus d'une soixantaine, je crois, de mémoire. Mais ceux-là sont vraiment... Ok. Ouais. Ce sont ceux qui vont essayer de garder le plus possible des conditions intérieures stables. Ok. Les mécanismes de défense agissent aussi pour ça. Parce que dès l'instant où je suis plus dans le déni, que je prends dans la figure ce que je dénie depuis longtemps, ça perturbe. Oui. Je me trouve perturbé. Quand mon souvenir remonte, alors que je l'avais bien caché, bien refoulé, quand ça commence à remonter à la surface, ça perturbe. Oui. Et donc tout mon équilibre, même si j'étais déséquilibré dans mon équilibre jusqu'à aujourd'hui, faire machine arrière, c'est pas agréable non plus. Je suis équilibré, à peu près, j'ai un choc, je me trouve déséquilibré, c'est pas agréable. Mais avec le temps, m'adapter dans mon déséquilibre, c'est possible. C'est possible, et faire machine arrière, revenir là c'est encore plus désagréable. À mon équilibre d'origine, qui est normalement le mien, c'est pas simple non plus, et c'est pas confortable non plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que si on attend trop longtemps des fois, Oui. c'est plus dur de recréer l'énergie pour refaire le palier. Que des fois utiliser, alors bien entendu il faut digérer, des fois il faut prendre le temps, des fois c'est conseillé de rester 3 jours dans son lit et de pleurer un bon coup. Je pense que des fois faut faire face aussi, hein. On ne dit pas non plus qu'il faut aller courir un marathon, se surpasser, dès qu'il y a un choc émotionnel il faut aussi le vivre, mais à un certain moment utiliser l'énergie de cette douleur pour du changement. Parce que si vous vous adaptez trop à cette douleur et à ce mal-être, après, vous n'allez plus avoir la même perception des choses. Et les choses vont être plus compliquées et votre maison, vos socles de vie vont se construire différemment et ça va être plus compliqué à déconstruire. Ce qu'on voit quand il y a des chocs, les fameuses 5 étapes avant l'acceptation. Ok. Le déni en fait partie. Le déni en fait partie, ok. C'est un des premiers réflexes. Ok. Après on marchande, après on est en colère, après on est triste. Après. Ok. Super. Bon ben merci en tout cas. Et une autre question, c'est quoi la guérison pour toi? Retrouver son bonheur. Ouais, ça revient. Retrouver son bonheur. Je pense que vraiment quand tu es heureux ou heureuse intérieurement, ça se vibre jusque dans les cellules, tu sais. Et du coup le corps, il le vit ce bonheur, ça le maintient en vie. Oui, même pour la régénération, on régénère beaucoup plus vite quand on cultive notre élan du cœur, qu'on diminue le stress, l'anxiété. Moi, parce que tout ça, j'ai eu des avant-après. En 4 jours, en une semaine, d'un coup, j'ai vu mon estomac se régénérer de 20%. J'ai vu des avant-après de mon corps avec des petites choses et l'élan du cœur. C'est ça, cette vibration-là, c'est difficile à définir après, mais cette connexion, parce qu'après il y a donc des pour toi, la guérison, c'est d'atteindre un niveau de bonheur Et pour ça, le bonheur, je ne l'ai par moi-même. C'est difficile de compter sur les autres pour... Parce qu'il y a toujours un moment où tu seras déçu, ou les autres... Et puis il y a toujours un moment où on sera seul. Bien sûr. Donc il faut arriver à déclencher aussi cette étincelle et pas avoir besoin des autres pour déclencher cette étincelle. Non, pas avoir besoin des autres. Et le problème d'avoir besoin des autres, c'est que plus tu as besoin d'eux, plus ils risquent de te décevoir. Oui. Dans tes attentes. Et ne pas dire qu'on n'a pas besoin des autres parce qu'on est déçu, pas par ego. Pas par effet négatif. Oui. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi, Romy, de m'avoir invité à cet échange. J'espère qu'on pourra en faire d'autres sur d'autres thématiques si ça t'a plu. Moi, c'est pas les thématiques qui manquent, donc il n'y a pas de problème. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? En ce qui concerne la guérison, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, c'est plus complexe que peut-être ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était les grandes lignes. Ce que j'espère avoir transmis à travers cet échange, c'est pour ceux qui sont malades ou ceux qui veulent rester en bonne santé, des pistes d'exploration qui permettent de donner une suite favorable pour ceux qui sont en mauvaise santé, bien sûr, et puis une ouverture supplémentaire pour ceux qui sont en bonne santé.
Ok, bon, bah, super, merci. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vous avez toutes les informations, que ce soit à son sujet ou à mon sujet, dans la bio. Donc, bonne nuit ou bonne journée. Au revoir. Au revoir.